Pour l'anniversaire de ma mère, je lui ai offert une Lexus d'occasion, mais elle a levé les yeux au ciel. Tu ne pouvais même pas te permettre une neuve. Ma tante a murmuré, pathétique. J'ai hoché la tête, j'ai pris les clés et je suis parti sans un mot. Le lendemain matin, mon téléphone explosait. Des dizaines d'appels manqués me suppliant de revenir sur ma décision. J'ai passé 9 mois à économiser pour ça. J'ai supprimé toutes les dépenses inutiles, pas de vacances, pas de virée shopping, pas de restaurant. J'ai même refusé un voyage au Mexique avec un gars qui me plaisait beaucoup, parce que je ne pouvais pas me permettre de perdre une semaine de travail. Je faisais des doubles journées comme aide-soignante, et je travaillais le week-end dans un bar, juste pour que ça arrive. Le plan était simple, offrir à ma mère un SUV Lexus d'occasion pour son anniversaire. Cette femme conduisait la même Honda déglinguée depuis que j'étais au lycée, et je pensais que ce serait quelque chose de bien, quelque chose dont elle serait enfin fière de moi. Ma mère a toujours eu une façon de me rappeler ce que je n'étais pas. Je n'avais pas autant de succès que ma cousine Rachel, qui avait épousé un chirurgien plasticien. Je n'étais pas aussi bien organisé que ma sœur Danielle, qui avait 3 enfants et une cuisine digne de Pinterest. J'étais juste Émilie, toujours en location, toujours célibataire, apportant toujours de la salade de pommes de terre du supermarché à Thanksgiving. Mais cette année allait être différente. J'allais entrer dans son allée, lui tendre ses clés, et voir son visage s'illuminer. J'imaginais qu'elle pleurerait, peut-être qu'elle me serrait dans ses bras pas trop longtemps, parce qu'elle déteste les émotions collantes, mais juste assez pour dire merci. Ça aurait été suffisant. J'avais fait nettoyer la voiture, siège en cuir, conduite souple. Le concessionnaire avait même ajouté un nouveau système audio. Elle n'était pas neuve, mais elle en avait l'air. Je le sentais. Et pour quelqu'un comme moi, qui avait passé des années à découper des coupons et à prétendre aimer les nouilles ramen, c'était la chose la plus chère que j'ai jamais achetée, à part mes prêts étudiants. La fête d'anniversaire battait son plein quand je suis arrivé. Des ballons attachés à la boîte aux lettres, des tables pliantes garnies de plateaux de chez Costco. Ma mère était à l'arrière avec le reste de la famille. Je l'ai appelée à l'avant et je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui montrer. Elle s'est approchée lentement, un verre de vin à la main, mâchant un amuse-bouche sur un cure-dent. Elle a regardé la Lexus comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre sorte de derrière, puis elle m'a regardé. Je lui ai dit qu'elle était à elle. Elle a baissé les yeux sur l'emblème, puis m'a regardé. Tu ne pouvais même pas te permettre une neuve. Elle l'a dit d'un ton neutre, même pas sarcastique. Juste déçu, comme si je lui avais tendu une cocotte brûlée. Derrière elle, ma tante Beverly, qui m'avait dit un jour que ma voix était trop géniarde pour un discours de mariage, s'est penchée et a marmonné, pathétique. Elle n'a même pas essayé de chuchoter. Je suis resté là, tendant les clés. Personne n'a applaudi. Personne n'a souri. Quelques cousins ont échangé des regards. J'ai hoché la tête, je n'ai rien dit, je suis passé devant ma mère, je suis monté dans la Lexus et je suis parti. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a demandé où j'allais. Le lendemain matin, j'avais 19 appels manqués, puis 27, puis 34. Mon téléphone était une machine à sous de regrets. Des textos de la famille. Des messages vocaux de mon père. Un texto de groupe de ma cousine disant qu'elle avait eu une semaine difficile. Qu'elle avait été juste prise au dépourvu. Quelqu'un, je pense ma tante, a écrit « Tu l'as mise dans l'embarras ». Puis une photo est arrivée dans le chat de groupe familial, ma mère, assise sur le porche, tenant la boîte cadeau qui avait à l'origine contenu les clés de la Lexus, vide maintenant, regardant la rue comme si quelqu'un était mort. Puis mon père a appelé. Il appelle rarement, surtout pas avant midi. Je n'ai pas répondu. Puis il s'est présenté, frappant à ma porte comme si l'immeuble était en feu. J'ai failli ne pas ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Il a dit que je devais rendre la voiture, qu'elle n'était pas elle-même, qu'elle ne réalisait pas ce qu'elle disait. Qu'elle la voulait maintenant. Je lui ai demandé ce qui avait changé. Il a dit, parce que ton oncle a proposé de te la racheter, et elle a perdu la tête. Elle a dit qu'elle était à elle. Elle s'est mise à crier au milieu du dîner. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne voulait pas que j'aie la voiture non plus. Si elle ne pouvait pas l'avoir, personne ne le pouvait. Je n'ai rien dit, j'ai juste fermé la porte. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas ce à quoi on s'attendait. 2 jours passèrent. Je n'ai pas retourné les appels. Je n'ai pas répondu aux textos me suppliant de reconsidérer ma décision.
Je n'ai pas ouvert la porte quand on a frappé, même quand j'ai vu la voiture de ma mère garée devant l'immeuble pendant une heure entière. Le silence régnait dans mon appartement, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du vrombissement constant de mon téléphone vibrant sur le comptoir. J'ai tout laissé sonner. Puis une lettre est arrivée. Pas un email, pas un texto, une vraie enveloppe glissée sous ma porte avec mon nom écrit d'une écriture tremblante. Pas d'adresse de retour, mais je savais qu'elle venait d'elle. À l'intérieur, des excuses peu sincères, 2 courts paragraphes. Elle disait qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit, qu'elle était juste dépassée, que Beverly avait semé la négativité, quoi que cela signifie. Elle a terminé par « La Lexus m'aiderait vraiment pour les courses. Tu sais, tu as toujours le double des clés, n'est-ce pas ?» C'était tout. Aucune reconnaissance du mal que je m'étais donné pour me la permettre. Pas de « merci ». Pas de « je suis désolé de t'avoir humilié devant toute la famille ». Juste. Les courses. J'ai fourré la lettre dans un tiroir plein de bric-à-brac que je n'avais pas regardé depuis plus d'1 an. Une semaine plus tard, ma cousine Abby m'a envoyé un message à propos du dîner d'anniversaire de grand-mère. Elle a dit que ça se passait samedi soir et que j'étais attendu. Elle a ajouté « Ne refais pas un coup comme à la fête de maman ». J'ai fixé le message jusqu'à ce que ma vue se brouille. Ce soir-là, j'ai pris rendez-vous chez un thérapeute, le premier depuis des années. Je n'ai rien dit à personne. J'avais juste besoin d'entendre une voix qui n'essayait pas de me culpabiliser pour que je donne quelque chose. Samedi est arrivé. Je n'ai pas pris la Lexus. J'ai pris le bus, j'ai mis un jean simple et un vieux sweat à capuche. 2 heures, 3 changements et 20 minutes de marche plus tard, je suis arrivé alors que tout le monde était à mi-chemin du plat principal. À la seconde où je suis entré dans la salle à manger, toutes les têtes se sont tournées. Personne ne m'a dit bonjour. Ma mère m'a regardé de haut en bas et a levé son verre. Regardez qui a enfin décidé de montrer son visage. Je suppose qu'elle a fini de bouder. Quelqu'un a gloussé. Tante Beverly a toussé dans sa serviette comme si tout était hilarant. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste pris une place vide au fond de la table, à côté de l'oncle Ray. Il m'a fait un petit signe de tête et m'a glissé une assiette. La pièce a continué sans moi. Des blagues. Des banalités. D'autres blagues. Puis ma mère a recommencé, cette fois plus fort. Elle a raconté une histoire sur la fois où j'ai pleuré au collège, parce que je n'avais pas été au tableau d'honneur. Elle a dit que j'avais toujours été trop sensible. Elle a dit qu'elle s'était inquiétée que je ne survivrais jamais dans le monde réel. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, et maintenant, elle pense qu'une voiture d'occasion compense tout ça. Un silence a suivi, s'étirant trop longtemps. Puis l'oncle Ray a posé sa fourchette. Il a dit, c'est vraiment bas. Ça suffit, Floretta. Elle a ri, a essayé de minimiser, a dit qu'elle plaisantait. Il l'a regardé de nouveau et a dit, tu as rendu la vie de cette fille un enfer pendant des années, et nous avons tous regardé faire. On a fini de faire semblant que c'est une blague. Tu l'humilies. Tu te moques d'elle. Et quand elle te donne quelque chose que tu ne mérites pas, tu le traites comme de la merde. Plus maintenant. La pièce s'est figée. Je n'ai pas levé les yeux. Mon cœur battait si fort que je pensais que la table pourrait trembler. Il a continué. Tu es viré de l'entreprise, Loretta. Plus de chèques. Plus d'accès. Tu ne peux pas te comporter comme une reine et ensuite pleurer la victime. Tu en as assez fait. Elle a dit quelque chose, je n'ai pas pu entendre quoi. Mais ça n'avait pas d'importance. Personne n'était plus de son côté. Pour la première fois, j'ai vu son visage sans cette dureté. Pas d'armure, juste le silence. L'oncle Ray s'est tourné vers moi et a dit, tu gardes cette voiture. Ne la rends jamais. Puis il s'est levé et est sorti. Quelques autres ont suivi. La pièce s'est vidée rapidement. Ma mère est restée figée à table. Je suis passé devant elle en sortant. Elle n'a même pas levé les yeux. C'était la première fois que je la voyais complètement seule. Pas physiquement, mais de la manière qui compte vraiment. Et je ne me suis pas senti mal. Après ce dîner, tout est devenu étrangement silencieux. Pas de texto, pas de culpabilisation déguisée en versets bibliques. Pas de visite surprise, juste un silence étrange et immobile. Le genre qui ressemble moins à la paix qu'au calme avant quelque chose de sombre. Au début, j'ai pensé qu'ils en avaient peut-être fini avec moi.
Que j'avais peut-être enfin été exclu du cercle familial. Et je ne peux pas mentir, une partie de moi l'espérait. Mais une autre partie de moi continuait à vérifier mon téléphone toutes les quelques heures, attendant le prochain incendie à éteindre. Au lieu de cela, le silence a persisté. J'ai continué à aller en thérapie. Tous les mardis à 18h, Jenna, ma thérapeute, était calme d'une manière qui vous donnait l'impression que vous aviez le droit de respirer. Je lui ai tout raconté, l'anniversaire, la Lexus, le dîner, les années à être la déception, la fille qui n'était jamais tout à fait à la hauteur. Elle a écouté, sans interrompre. Puis un soir, elle a dit quelque chose d'étrange. Lui avez-vous déjà crié dessus? J'ai cligné des yeux. Je veux dire, vraiment crier. Laissez-vous être aussi en colère que vous l'êtes. J'ai de nouveau dit non, que je n'avais pas été élevé comme ça. Dans ma maison, la colère n'était pas exprimée, elle était utilisée comme une arme plus tard, après quelques verres de vin et devant une foule. Elle a dit quelque chose auquel je pense encore. Vous avez avalé votre voix pendant si longtemps, que vous ne savez même plus à quoi elle ressemble à plein volume. Au début, j'ai balayé l'idée. Crier sur ma mère? Elle adorerait ça. Elle le transformerait en une preuve que j'étais instable, ou dramatique, ou ingrate. Tous les classiques habituels. Mais l'idée ne m'a pas quitté. Alors, une semaine plus tard, j'ai pris la Lexus et je suis allé chez elle. Je ne l'ai pas prévenue. Je n'ai pas appelé. Je me suis juste présenté. Les mêmes nains de jardin, le même ange de jardin ébréché. Elle a ouvert la porte en robe de chambre, et à la seconde où elle m'a vu, sa bouche s'est crispée. Elle a dit, si tu es là pour la voiture. Je lui ai dit d'arrêter. Je suis passé devant elle avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, directement dans le salon. Le canapé avait encore les coussins que je lui avais offerts 5 Noël auparavant, ce qu'elle avait qualifié de bas de gamme devant tout le monde. Drôle comme elle les avait gardés. Elle m'a suivi, me demandant si j'allais bien, mais pas parce qu'elle s'en souciait. C'était la façon dont les gens demandent si quelqu'un d'autre va bien, juste pour s'assurer qu'ils ne sont pas sur le point d'être embarrassés. Je me suis tenu au milieu de cette pièce et je lui ai dit de s'asseoir. Elle ne l'a pas fait. Alors, j'ai commencé à parler. J'ai dit que j'en avais fini de faire semblant, que je lui avais acheté cette voiture parce que je pensais que pour une fois, je pouvais faire quelque chose d'assez bien pour elle. Que peut-être elle me regarderait et ne verrait pas une déception. Je lui ai parlé des emplois que j'avais eus, des vacances que j'avais refusées, des nuits où je rentrais trop fatigué pour tenir debout, tout ça pour lui donner quelque chose que je n'avais jamais eu en grandissant, une victoire. Et elle avait craché dessus. Je lui ai dit que chaque commentaire désobligeant, chaque roulement d'yeux, chaque compliment empoisonné s'était accumulé en moi pendant des années, et que j'avais finalement atteint la limite, que je n'étais plus son punching ball émotionnel. Elle a essayé de me couper la parole, a dit que je faisais du cinéma, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai crié plus fort que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Je lui ai dit qu'elle m'avait fait me sentir comme une moins que rien, simplement pour le fait d'exister. Que quoi que je fasse de bonnes notes, un casier judiciaire vierge, une fichue voiture ce n'était jamais assez, parce que je n'étais pas Rachel ou Daniel ou quelqu'un d'autre dont elle pouvait se vanter à l'église. Puis j'ai dit la phrase que je ne savais même pas que je retenais, avant, je voulais être comme toi. Maintenant, je prie pour ne jamais te ressembler. Elle avait l'air stupéfaite. Pas coupable. Juste choquée que je ne joue pas mon rôle. Je suis sorti. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas claqué la porte. Je suis juste parti. Dans la voiture, je suis resté assise, immobile, pendant un long moment, à respirer. Mes mains tremblaient si fort que j'ai laissé tomber mes clés 2 fois, mais quelque chose dans ma poitrine ne me semblait pas bien, pas paisible, mais brute. Je suis rentré et je me suis effondré sur le canapé. 1 heure plus tard, Abby m'a envoyé un texto, tu as mis le feu aux poudres. Elle est en train de péter les plombs. Je n'ai pas répondu. Mais le lendemain matin, j'ai découvert jusqu'où elle était prête à aller. Et cette fois, ce n'était pas que des mots. Le lendemain matin, après lui avoir crié dessus, je me suis réveillé épuisé. Pas le genre de fatigue que le sommeil peut réparer, le genre qui s'installe dans vos os après des années à retenir votre souffle. J'avais à peine dormi. Ma voix était rauque. Mes mains tremblaient encore quand je pensais à la façon dont tout était sorti de moi, comme un incendie après une fuite de gaz. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me sentais pas écrasé par la culpabilité. Ça a duré jusqu'à 8h42.
Parce que c'est là que mon téléphone s'est de nouveau mis à vibrer. La première notification venait de Rachel. Nous ne nous étions pas parlé depuis Noël, quand elle m'avait qualifié de trop émotive pour avoir pleuré pendant le dîner. Tout ce qu'elle a envoyé, c'est une capture d'écran. C'était une publication Facebook de ma mère, longue, publique, taguant la moitié de la famille et même quelques-uns de ses amis de lycée. Elle a tout déballé, sa douleur, sa peur, comment sa fille mentalement instable avait fait irruption chez elle en criant des menaces. Elle a écrit que j'étais violente, que je lui avais fait si peur qu'elle n'avait pas pu dormir. Elle a dit qu'elle vivait dans la peur et qu'elle devrait peut-être chercher une protection juridique. Et puis cette phrase, certains enfants naissent simplement brisés. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Plus d'une centaine de j'aime. Les commentaires affluaient, reste forte, Loretta. Tu es toujours une mère si merveilleuse. Émilie a toujours eu des problèmes, n'est-ce pas? J'ai fixé l'écran comme si je regardais le cauchemar de quelqu'un d'autre. Le nombre de personnes qui ne se sont même pas donné la peine de me demander ma version des faits, des gens que je connaissais depuis mon enfance. C'était comme si j'avais été jugé et condamné dans un tribunal où elle était à la fois juge et victime. Mais ce n'était même pas le pire. 15 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de l'oncle Ray, appelle-moi. Maintenant. Quand je l'ai fait, sa voix est venue rapidement, saccadée, comme s'il faisait les 100 pas. Il a dit qu'elle s'était présentée à son bureau ce matin-là. Sans rendez-vous, elle est juste entrée et a attendu devant sa porte comme une statue. Elle lui a dit que je l'avais publiquement humiliée, et que s'il ne la remettait pas sur la liste de paix de l'entreprise familiale, ce qu'elle n'avait techniquement pas mérité depuis plus d'une décennie, elle rendrait publique de vieilles histoires. Puis elle a essayé de me dénoncer, a dit que s'il ne me coupait pas les vivres aussi, elle commencerait à répandre des rumeurs sur lui. Puis elle est devenue précise. Elle a mentionné une femme nommée Heather, une ancienne comptable d'il y a des années, qui avait apparemment quitté l'entreprise discrètement. Elle a laissé entendre que si elle parlait aux mauvaises personnes, le nom de Ray pourrait apparaître d'une manière qu'il n'aimerait pas. C'est là qu'il l'a dit, elle n'est pas seulement toxique, Emily. Elle est dangereuse. Je me suis assise sur mon canapé en silence pendant qu'il continuait à parler. Il a dit qu'il savait maintenant que lui avoir laissé passer toutes ces années était une erreur, qu'il avait pensé qu'elle finirait par s'épuiser, mais qu'au lieu de ça, elle n'arrêtait pas de trouver de nouvelles allumettes. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, elle essaie de vendre la Lexus. Il a dit qu'elle avait déjà contacté 2 concessionnaires et un cousin avec une dépanneuse, leur racontant à chacun la même histoire, que je lui avais donné la voiture et que j'avais juste été émotive, mais que je reviendrais à la raison. Elle a dit que le titre de propriété était mal classé, mais qu'elle l'aurait bientôt. Ray m'a dit de la déplacer. Maintenant. Je l'ai fait. Je l'ai conduite de l'autre côté de la ville et j'ai payé un ami en espèces pour la garder dans son garage, pour le moment, lui disant de dire qu'elle était à lui si quelqu'un venait demander. J'ai enlevé les plaques et je suis parti en VTC. Et juste pour être sûr, j'ai acheté un coffre-fort pour le titre de propriété et je l'ai mis dans une banque. Mais le vrai rebondissement est arrivé 2 jours plus tard. Je rentrais de thérapie et j'ai remarqué un homme assis de l'autre côté de la rue, en face de mon immeuble. D'âge moyen, casquette, pas de téléphone, juste assis, à regarder. Le lendemain matin, il était de nouveau là. J'ai essayé de ne pas paniquer, mais ma voisine l'a confirmé. Ouais, il est là tous les jours cette semaine. Il n'arrête pas de regarder ta fenêtre. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Je ne lui ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai dormi avec mes clés dans la main et une chaise sous la poignée de la porte. Le lendemain, j'ai reçu une lettre officielle d'un cabinet d'avocats. Ma mère me poursuivait en justice. Elle invoquait une détresse émotionnelle, disait que je lui avais offert la Lexus puis que je l'avais reprise, disait qu'elle n'avait pas de véhicule pour faire ses courses, aller à l'église, ou échapper à des menaces potentielles pour sa sécurité. Elle prétendait craindre pour son bien-être et que la voiture faisait partie d'un accord tacite entre mère et fille. En pièces jointes, des captures d'écran de sa publication Facebook, des textos de Beverly, et même une fausse déclaration d'une de mes cousines, disant que j'avais bousculé ma mère et détruit des biens familiaux pendant l'incident. Je suis resté assise avec les papiers sur mes genoux et j'ai juste ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était insensé. C'était complètement délirant. Elle ne voulait pas seulement la voiture, elle voulait avoir le dernier mot. Alors, j'ai fait un choix. Je n'allais pas me battre contre elle pour la voiture. J'allais me battre contre elle pour moi-même. J'ai engagé un avocat le lendemain.
Je pensais que ce serait la fin des surprises. Mais cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était mon père, et il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu mon père se tenir là, je n'ai rien dit au début. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé depuis des années, pas depuis qu'il s'était discrètement effacé après le divorce, comme quelqu'un qui quitte un film avant le générique de fin. Ce n'était pas un homme mauvais, juste absent présent sur les photos, pas dans la réalité. Maintenant, le voilà dans l'embrasure de ma porte d'appartement, l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Pas de sourire, pas de banalité, juste un dossier en papier sous le bras et un visage de quelqu'un qui porte un secret depuis trop longtemps. Il a demandé s'il pouvait entrer. Je l'ai laissé faire. Il s'est assis sans attendre et a posé le dossier sur ma table basse. Il n'y a pas touché. Il l'a juste fixé comme s'il pouvait exploser. Puis il l'a dit, « Je sais ce que ta mère fait, et j'aurais dû l'arrêter il y a des années. » Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste attendu. Il s'est adossé et a dit qu'il avait entendu parler du procès, pas d'elle, de Ray. Apparemment, il se parlait de nouveau discrètement depuis cette nuit au dîner de grand-mère. Il a dit qu'il avait entendu parler de la Lexus, de la publication Facebook, du type devant mon immeuble, de tout. Puis il m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle avait déjà fait quelque chose de similaire, pas avec une voiture, mais avec un appartement. En 2005, un parent le lui avait laissé dans son testament, mais les papiers n'étaient pas finalisés. Et avant que la succession ne soit réglée, elle l'avait mis en vente sur Craigslist et avait failli être poursuivie par l'exécuteur testamentaire. Mon père a dit qu'elle avait tout fait passer pour un malentendu et avait fait passer la famille pour des gens avides et manipulateurs. Ça vous dit quelque chose? Puis il a dit les mots que je n'aurais jamais cru entendre de sa part, « Ta mère nous ment à tous depuis des années, mais surtout à toi. » Il a ouvert le dossier. À l'intérieur, des copies de mails et de documents fiscaux remontant à plus de 10 ans, tous liés à l'entreprise familiale et montrant tous que, bien qu'elle ait perçu des paiements pour un soutien administratif, elle n'avait pas travaillé une seule heure depuis 2013. Il a dit que Ray lui avait donné les copies, lui disant d'en faire ce qu'il voulait. Il les a glissées vers moi. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Elle est ruinée, Émilie. Apparemment, après avoir été coupée de la liste de paie de Ray, elle avait commencé à prendre des avances de fonds sur plusieurs cartes. Sa maison était sous une deuxième hypothèque, elle avait refinancé 2 fois. La Lexus n'était pas seulement une question de fierté, c'était une nécessité financière. Elle devait la vendre. C'est pour ça qu'elle avait perdu la tête quand j'avais repris les clés, non pas parce que j'avais blessé ses sentiments, mais parce qu'elle avait perdu un actif. Il ne s'agissait jamais d'amour. Il a dit qu'il était venu me dire tout ça maintenant parce qu'il en avait finalement eu assez, lui aussi. Il a dit qu'il était prêt à témoigner si l'affaire allait au tribunal, qu'il admettrait officiellement qu'elle était émotionnellement abusive, qu'elle avait manipulé les finances, qu'elle utilisait la culpabilité comme une monnaie. Je lui ai demandé pourquoi maintenant. Il a fait une longue pause, puis a dit, « Parce que quand je l'ai vu traîner ton nom dans la boue en ligne, j'ai vu ce qu'elle me faisait en privé. Et je t'ai laissé là avec elle. » Il s'est levé, s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. « Tu ne méritais pas ça. » Rien de tout ça. Après son départ, je suis resté assise là pendant un long moment. Puis j'ai pris le dossier et j'ai scanné chaque page sur une clé USB. Une semaine plus tard, mon avocat a déposé une contre-plainte. Elle accusait ma mère de diffamation, de tentative de fraude, et de détresse émotionnelle. Son équipe a essayé de me faire bluffer, a dit qu'elle ne perdrait jamais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais plus seul. L'oncle Ray m'a soutenu. Mon père a signé une déclaration sous serment. Même Rachel, étonnamment, a proposé d'écrire une lettre sur la façon dont j'avais toujours été traité comme le bouc émissaire de la famille. La date du procès a été fixée, puis quelque chose s'est produit. Ma mère a disparu. Littéralement, elle ne s'est pas présentée à la médiation, a cessé de répondre à son avocat. Son téléphone est mort. Beverly a dit qu'elle était partie en retraite spirituelle à Sedona, mais personne ne l'a vraiment vue partir, jusqu'à une semaine plus tard, quand la police s'est présentée à mon appartement, parce que ma mère avait signalé le vol de la Lexus et avait dit que j'étais la voleuse. Quand les 2 officiers ont frappé à ma porte, je l'ai senti dans ma colonne vertébrale avant même d'ouvrir. Vous savez, cet instinct que vous avez quand quelque chose est sur le point de se briser. Cette panique silencieuse juste avant un orage. Ils m'ont demandé si j'étais Emily Townsend. J'ai dit oui.
Ils m'ont demandé si je possédais une Lexus RX 2018. J'ai dit oui. Puis ils m'ont dit qu'elle avait été signalée volée, par ma mère. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas bronché. Je leur ai demandé d'attendre une minute et je suis revenu avec le dossier que mon père avait laissé, plus le titre de propriété original à mon nom, plus l'acte de vente et ma police d'assurance. Je transportais ces documents partout, comme une armure. L'un des officiers les a examinés, a appelé, et 10 minutes plus tard, ils se sont excusés et sont partis. Juste comme ça. Mais je n'ai pas eu l'impression d'une victoire. J'ai eu l'impression d'un avertissement. Elle n'était pas allée à Sedona. Elle n'avait pas trouvé la paix intérieure. Elle s'était cachée pour élaborer un nouveau plan. Et cette fois, elle utilisait la loi pour me faire passer pour la méchante. J'ai tout dit à mon avocat. Il a déposé une requête d'urgence pour obtenir une ordonnance restrictive et a accéléré l'affaire de diffamation. Nous ne sommes jamais allés au tribunal. Une semaine avant l'audience, son avocat s'est retiré de l'affaire. Je n'ai jamais su la raison exacte, mais selon l'oncle Ray, ma mère avait cessé de payer ses frais juridiques. Elle prétendait être en négociation pour vendre sa maison et qu'elle rattraperait bientôt son retard, mais aucune vente n'a eu lieu. Puis est venu le vrai rebondissement. Ray m'a appelé tard un soir et m'a dit qu'elle l'avait appelé, en suppliant. Apparemment, elle lui avait demandé d'intervenir et de servir de médiateur parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Elle a même essayé de le culpabiliser en évoquant de vieux secrets de famille, mais il ne jouait plus. Il lui a dit que la seule médiation qu'elle obtiendrait serait ordonnée par le tribunal. Elle a raccroché, et c'est la dernière fois que l'on a entendu parler d'elle pendant un certain temps. Pas de publication, pas d'appel. Même Beverly ne savait pas où elle était allée. C'était comme si elle s'était évaporée, jusqu'au mois dernier. Rachel m'a envoyé une photo. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de devoir le faire, mais qu'elle pensait que j'avais le droit de savoir. C'était ma mère dans un quartier délabré de la ville, les cheveux teints en noir, le visage plus lourd, montant dans une Corolla rouillée avec un pare-choc fissuré et une plaque temporaire. Pas de Lexus, pas de maison, pas de fierté. Juste une femme qui avait repoussé chaque personne et qui n'avait finalement plus personne à blâmer. Cette nuit-là, je suis resté dans le garage où j'avais gardé la Lexus tout ce temps, j'ai passé ma main sur le capot, j'ai pensé à la vendre, j'ai pensé à la donner. Mais quelque chose m'a arrêté, car même si cette voiture a tout déclenché, ce n'était pas le problème. C'était elle. Alors, je l'ai gardée. Et maintenant, chaque matin, quand je monte dedans et que je démarre le moteur, ce n'est plus à propos d'elle. C'est à propos de moi. De toutes les heures que j'ai travaillées, des repas que j'ai sautés, des relations que j'ai mises en attente. La thérapie, les cris, le silence après. C'est le fait que j'ai enfin arrêté d'acheter mon chemin vers un amour qui n'a jamais été réel. Maintenant, je travaille moins. Je mange bien. Je sors avec des gens qui ne me font pas me sentir petite. Je conduis cette voiture sans penser à qui était censé la posséder. Et la semaine dernière, je suis entré en thérapie et j'ai dit à Jenna quelque chose que je n'aurais jamais cru dire, je n'ai plus besoin qu'elle m'aime. J'ai juste besoin de ne jamais être elle. Et ça, d'une manière ou d'une autre, c'est assez.